Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. On va laisser peut-être Bienvenue. quelques minutes pour que les personnes se connectent. Et ensuite, Stéphanie, tu pourras nous faire une petite introduction. Parfait. Je te laisse me donner le go. Oui, je te dis. Je pense qu'on va pouvoir commencer, Mélanie. Stéphanie, je vais y arriver. Je te laisse commencer. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire, le 4e de la série. Donc, je suis Stéphanie Schoen, je suis directrice écosystème du pôle Actantis, basé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, et vice-présidente de la commission finance AFPC, donc en charge en particulier de ce sujet du label iFrance. Et c'est dans ce contexte qu'on fait ce webinaire. Donc, pour rappel, le label iFrance, vous savez certainement ce que c'est, mais je vais faire un petit pitch rapide. C'est donc l'accompagnement délivré par les pôles de compétitivité pour préparer les entreprises à une levée de fonds. Donc, les pôles ont une grande mission qui est celle de l'accompagnement financement public, financement de R&D. Ça, c'est la grande mission, on va dire, depuis le début, depuis 20 ans maintenant, les premiers pôles qui sont nés en 2005. Et bien sûr, les sujets de mix financement, il n'y a pas que le public, il y a aussi le privé, sont des sujets qui ont été traités depuis très longtemps. Bon, le label iFrance est finalement une suite de ce qui avait été créé il y a pas mal d'années déjà au sein de différents pôles. Pour résumer ce que nous faisons, donc l'ambition, c'est d'accompagner un maximum d'entreprises sur ce sujet de la levée de fonds. Nos actions phares 2025, ce sera bien sûr de poursuivre ces accompagnements. Ce sera également de poursuivre les formations, ce qui a été commencé l'année dernière. Donc, l'année dernière, nous en avions fait 3 sur justement le mix de financement, sur la valorisation et sur le DEC. Cette année, nous prévoyons également d'en faire 3. Donc, ça fait partie de la poursuite de nos travaux de formation vis-à-vis des pôles pour qu'ils montent en compétences sur ce sujet de la préparation, accompagnement, préparation, levée de fonds. Ce qui est également dans notre mission cette année, c'est d'avoir de plus en plus de pôles qui nous rejoignent. Nous sommes aujourd'hui 21 pôles engagés dans ce process. Nous aimerions en avoir un certain nombre de plus cette année. C'est aussi pour ça que nous faisons ces formations. Tout est lié pour que les pôles se sentent capables de faire ces accompagnements. Et dernier point important pour nous dans l'année 2025, qui a un petit peu été gelé en 24 pour différentes raisons et surtout pour la problématique du budget de l'État. Donc, nous n'avions pas pu faire l'événement que nous souhaitions faire avec la DGE à Paris pour faire des matchmaking investisseurs et entreprises. Ça semble bien engagé pour l'année 2025. Nous discutons et nous souhaitons absolument organiser cet événement sur Paris. Voilà pour l'introduction. Et donc, je cède la parole à Lizzie et à l'intervenante. J'ai bien compris que c'était le cabinet Bignon-Lebray, si j'ai bien vu, qui intervenait aujourd'hui, qu'on connaît bien aussi au travers de leur antenne aixoise. Donc, pacte d'actionnaires aujourd'hui, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci Parfait, beaucoup, super Stéphanie, important. pour cette Super introduction. technique, mais super important. De toute manière, je le redis, mais le webinaire, il est capté, pardon. Et en gros, sur le site de la FPC, vous avez vous retrouverez après ce webinaire pour pouvoir le revoir. Merci beaucoup, Stéphanie. Je t'en prie. Merci.
J'invite du coup Justine Langer à venir sur scène pour commencer cette formation. Bonjour Justine, ton micro est coupé. Vous m'entendez bien? Très bien. Je Vous te laisse te m'entendez? présenter. Ouais, et tout le monde voit l'écran aussi, c'est bon? Oui, je pense. Dans le chat, vous pouvez mettre des questions. N'hésitez pas à mettre des questions tout au long de cette formation. Justine y répondra soit au fur et à mesure si elle les voit, soit sinon en fin de webinaire, on a laissé un temps de 30 minutes de questions-réponses. Merci Justine, je te laisse te présenter et commencer cette formation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Justine Langer, avocate depuis plus de 10 ans. J'exerce aujourd'hui au sein du cabinet Bignon-Lebray, qui est membre de Finance Innovation. Et on a effectivement un bureau à Paris dans lequel je suis aujourd'hui, mais on a également des bureaux à Lille, Lyon et Aix. Et donc, personnellement, j'interviens exclusivement en droit des sociétés, donc tout ce qui est constitution, mise en place d'un pacte d'associés, levée de fonds, cession, acquisition de titres et de fonds de commerce. Donc, j'essaie d'être particulièrement active auprès d'incubateurs, de clubs entrepreneurs, etc., pour démystifier, pardon, c'est difficile à dire, le droit, le rendre plus accessible, en ayant à cœur de permettre aux entrepreneurs d'avoir un accompagnement sur mesure en fonction de leurs besoins et du stade de maturité de leur entreprise. C'est pour ça qu'on propose un accompagnement vraiment à 360 degrés, puisque les autres avocats de mon cabinet interviennent dans d'autres matières du droit des affaires, donc le fiscal, le social, propriété intellectuelle, etc. Et on travaille évidemment avec des partenaires, experts comptables, notaires, etc. Donc, nous sommes évidemment particulièrement attentifs à l'importance de l'innovation et des défis spécifiques qui sont rencontrés par les entreprises en croissance au sein des pôles de compétitivité. Et donc, l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer comment un pacte d'associés bien conçu devient un instrument juridique essentiel pour sécuriser le développement et prévenir les conflits au sein des entreprises innovantes, en complément des statuts. Donc, l'idée, c'est effectivement de vous faire cette présentation et n'hésitez pas donc à poser vos questions au fur et à mesure. Et donc, je pense que j'y répondrai plutôt à la fin. Alors, je vais juste passer les slides en même temps. Alors déjà, qu'est-ce que le pacte d'associés? Bon, je pense que vous êtes quand même tous assez familiers, mais on va quand même revenir sur la base. Donc, le contrat, c'est un contrat de droit privé qui est conclu entre plusieurs associés dans une société et donc c'est un document qui est complémentaire des statuts, on va y venir, et qui permet d'organiser les relations entre associés et d'anticiper les événements marquants dans la vie d'une société et notamment évidemment les levées de fonds. Donc c'est ce qui vous intéresse particulièrement dans le cadre du label AI-France. Donc nous allons notamment aborder ensemble à quel moment est-ce qu'il faut mettre en place le pacte d'associés, quels sont les avantages du pacte d'associés et ses différences avec les statuts. On répondra à la question de savoir s'il faut absolument, obligatoirement faire appel à un avocat pour mettre en place un pacte. Et puis, on verra évidemment les différences entre un pacte fondateur et un pacte investisseur. Mais on peut d'abord... vous voyez un peu sur cette slide pourquoi on va parler aujourd'hui pendant près d'1h30 du pacte d'associés, qui est en fait un document juridique qui peut paraître et qui est assez technique, mais pourquoi c'est fondamental, d'autant plus pour les sociétés innovantes. Donc, pourquoi le pacte d'associés a un rôle crucial? Déjà parce qu'il permet d'anticiper un maximum les conflits entre associés, puisque l'idée, c'est de pouvoir clarifier dès le début, dès la constitution de la société, les rôles entre les différents fondateurs et les responsabilités que chacun prenne, ainsi que les processus de décision entre associés. Donc là, l'idée dans le pacte d'associés, c'est vraiment de couvrir
le plus grand nombre d'hypothèses possibles pour pouvoir clarifier les rôles. Et alors en fait, la manière dont moi je travaille, c'est sur la base d'un term sheet. Donc un term sheet, c'est une sorte de feuille de route, en fait, de tableau récap avec les clauses principales du pacte d'associés. Et en fait, sur la base de cette feuille de route, les associés vont pouvoir échanger entre eux sur les principes fondateurs et les principes vraiment qui vont gouverner leurs relations durant toute la vie de la société, ou tout du moins qui va servir de base. Et on le verra par la suite. Effectivement, il y a des mises à jour du pacte d'associés qui vont devoir être faites au fur et à mesure de la croissance de la société et de l'entrée de nouveaux associés, investisseurs, etc. au capital de la société. Donc c'est vrai que c'est important que les associés puissent se poser rapidement l'ensemble des questions qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de se poser jusque-là. Ensuite, l'autre intérêt du pacte, évidemment, c'est de protéger les intérêts de chacun des associés. Alors évidemment, si l'associé est un associé fondateur ou si c'est un investisseur, il aura ses propres contraintes et ses propres intérêts à protéger, puisque forcément, le fondateur qui passe son temps à développer une société pendant plusieurs années n'aura pas les mêmes intérêts qu'un investisseur, un fonds VC qui va vouloir faire le meilleur multiple et sortir au bout de 5 ans. D'où l'intérêt, mais on y reviendra aussi, que lors de la rédaction d'un pacte d'associés au moment d'une levée de fonds, il y ait vraiment un avocat qui conseille chaque partie, puisque parfois les investisseurs ont tendance à vouloir imposer leur avocat, mais évidemment, les intérêts des fonds et des investisseurs sont pas toujours alignés avec ceux des fondateurs, mais on y reviendra. Justine, pardon, excuse-moi, je me permets juste. Est-ce que tu pourrais mettre les slides en plein écran, s'il te plaît, pour qu'on puisse les voir? En fait, le problème, si je fais ça, je crois, c'est que je disparais. On essaye, mais là, vous les voyez? Alors, non. Moi, je les vois pas en plein écran. Ah ouais, parce que là, moi, je les ai mises en plein écran. Alors, ah ok, c'est pas très grave sinon, hein. C'est pas très grave. Non, en fait, je peux pas parce que je suis sur 3 écrans différents et du coup, ça... Ok, pas de souci, aucun problème. Après, je pourrais transférer les slides sans problème à tous les participants. Je pense que comme ça, super. Tout le monde aura les documents. Ouais. Super, merci Justine. Alors ensuite, autre intérêt évidemment, c'est organiser la gouvernance, puisque l'idée c'est de savoir comment vont être prises les décisions importantes pour la société, les décisions stratégiques. Donc ça, on va y revenir un peu plus en détail. Évidemment, le pacte permet aussi de gérer les entrées et les sorties d'associés, et donc on y reviendra aussi en parlant des différentes clauses et en rentrant un peu dans le vif du sujet. Et puis évidemment, l'impact du pacte sur les tours de financement et les cessions futures, avec l'intérêt des clauses, notamment relatives à la valorisation des titres de la société. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'intérêt du pacte. Maintenant, on va voir les différences principales entre les statuts et le pacte d'associés, puisque globalement, les entrepreneurs ont du mal parfois à comprendre la différence et l'intérêt de conclure un pacte d'associés dès la constitution de la société. Donc l'idée c'est de revenir vraiment sur les différences principales entre les documents. Donc évidemment, les statuts d'une société sont obligatoires pour pouvoir la constituer. C'est des documents qui sont déposés au greffe du tribunal de commerce, donc c'est des documents qui sont publics. En plus, maintenant, avec Papers, tout le monde sait qu'on peut télécharger tous les documents de manière assez simple et gratuite. Donc forcément, les contenus des statuts vont pouvoir être visibles par tous. Et donc, du coup, opposables à tout le monde. Et à chaque fois qu'on voudra modifier les statuts, il faudra refaire une publication au greffe, etc. Et donc, ça engendre quand même des coûts de publicité. Alors que le pacte d'associés, donc la différence fondamentale, c'est que c'est un document, un contrat, comme on l'a vu, de droit privé entre les différents associés, ou certains d'entre eux, puisque tous les associés sont pas forcément partis au pacte d'associés. Et donc, du coup, c'est un document qui est confidentiel. Et on rédige de manière très souple, puisque c'est l'accord contractuel qui prévaut. Donc, les parties décident d'écrire et de prévoir ce qu'elles veulent dans ce contrat. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va intégrer dans les statuts, évidemment, toutes les clauses nécessaires, obligatoires pour pouvoir constituer une société, dont l'opposabilité aux tiers est nécessaire, qui concernent tous les associés de la société et qui vont vraiment structurer l'organisation des pouvoirs et qui vont perdurer tout au long de la vie de la société.
Le pacte d'associés, lui, en revanche, va être utilisé pour tout ce qui nécessite une confidentialité importante, puisqu'évidemment, on n'a pas forcément envie que tout le monde voit les clauses qu'on a aménagées sur la valorisation de la société, sur les clauses de good liver, etc. Donc, vraiment, c'est ça la distinction principale. L'idée, évidemment, c'est d'avoir 2 documents qui fonctionnent en miroir et donc qui fonctionnent bien, même si on prévoit toujours qu'en cas de contradiction entre les statuts et le pacte, c'est le pacte qui prévaut. Mais il faut que les documents fonctionnent bien tous les deux, qu'ils soient cohérents, que la mécanique voilà, fonctionne. Alors, évidemment, certains entrepreneurs préfèrent passer par des plateformes type Legal Start, pour pas les nommer, pour créer des statuts et constituer une société à moindre coût. Moi, j'ai pas d'objection particulière à ça, si l'entrepreneur est seul et qu'il constitue une SASU, pourquoi pas. En revanche, à partir du moment où les associés sont plusieurs, qui sont dans le cadre d'une société qui va normalement arriver à un stade de croissance, avoir des projets et faire des levées de fonds. Évidemment, là, l'idée, c'est de pouvoir, dès le début, rédiger des statuts sur mesure pour qu'ils soient en cohérence avec le pacte, parce que si c'est pas le cas, il faudra tout recommencer. Donc, en fait, c'est double coût et puis double travail. Donc, l'idée, c'est quand même, dès le début, d'avoir des statuts sur mesure avec un pacte sur mesure. Donc, l'idée aussi, c'est d'éviter les blocages, puisqu'il y a beaucoup de fondateurs au départ, quand ils sont 2, qui souhaitent s'associer à 50-50, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés, puisque généralement, ils sont chacun mandataire social à 50-50 et ils veulent une répartition vraiment égalitaire des pouvoirs et des obligations, etc. Donc là, il faut vraiment, dans le pacte, prévoir tout ce qui se passe, surtout en cas de blocage, pour pouvoir débloquer la situation et éviter, dans des cas extrêmes, d'arriver à la liquidation de la société juste parce qu'il y a une inertie totale et qu'on a besoin de l'unanimité pour les décisions et que, en fait, les fondateurs ne sont plus d'accord entre eux. Donc ça, c'était vraiment pour vous démontrer l'importance du pacte. Donc, on l'a vu, les atouts du pacte pour les sociétés innovantes, j'en ai déjà un peu parlé. Donc, l'importance vraiment du pacte d'associés, souvent, c'est au moment de la première levée de fonds que les entrepreneurs vont se rendre compte qu'il leur faut un pacte d'associés et de l'importance que ça a pour régir les relations, mais principalement avec les investisseurs. Et c'est à ce moment-là qu'ils en prennent conscience. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il vaut mieux, donc ça vous l'avez compris, mettre le pacte en place le plus tôt possible. L'explication à ça, elle est simple, c'est de mieux anticiper et de clarifier les sujets entre fondateurs en amont. L'idée, c'est que les fondateurs, comme je le disais tout à l'heure, sur la base du term sheet, puissent échanger ensemble sur la base de l'ensemble des projets structurants pour eux. Avant l'entrée d'un investisseur. Déjà, ça leur permet d'être sûrs qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils sont d'accord entre eux. Et surtout, ils ont le temps, en fait, au moment de la constitution de la société pour aborder tous ces sujets et aller vraiment au fond de la discussion. C'est pas au moment de la levée de fonds où on le sait très bien, il faut que ça aille vite, il y a des besoins urgents. Tout le monde est pressé pour que ça aille le plus vite possible. C'est pas et que généralement le lead investor va communiquer son projet de pacte. C'est pas à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir le temps vraiment de discuter entre fondateurs de chaque clause, de se mettre d'accord et de réfléchir à ce qu'en fait on aurait aimé mettre à la place. On n'aura pas le temps en fait de prendre 3 mois pour mettre en place le document et négocier, puisqu'encore une fois, il faut que ça aille vite. Donc l'idée avec un pacte fondateur en amont, c'est qu'on a purgé tous les sujets entre associés fondateurs et comme ça, quand il y a des investisseurs qui rentrent, on connaît notre ligne de conduite et on sait ce qu'on est prêt à accepter ou pas et surtout, on a déjà compris tous les concepts juridiques et les questions qui se posent. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'encadrer les relations entre associés sur les sujets de gouvernance, de transfert de titres et de prévoir évidemment toutes les clauses de liquidité et fidélité des fondateurs, anticiper les conflits, ça on en a parlé et donc on va pouvoir ensuite rentrer dans le détail des clauses. Donc quand ça je l'ai dit et les erreurs à éviter, alors oui évidemment c'est un peu comme pour les statuts. Certains entrepreneurs pensent qu'on peut prendre le pacte soit d'une société qui a une activité à peu près similaire, dont ils auront eu communication
et parce qu'ils ont un ami commun et donc du coup ils pensent juste qu'en changeant le nom des parties on a un pacte qui va fonctionner, ou bien en allant sur internet ou générer grâce à l'IA un modèle à peu près qu'ils appellent standard. Bon, bah ça évidemment ça fonctionne pas très bien, enfin, pour pas dire ça fonctionne pas du tout. Donc l'idée c'est vraiment de faire comprendre aux entrepreneurs que c'est un contrat qui est rédigé sur mesure, sur la base de l'activité, du nombre d'associés, de la phase de croissance, de maturité de la société et sur ses perspectives futures. Alors, on va pouvoir passer à la gouvernance, puisqu'en fait, la gouvernance, c'est, on va dire que le pacte, ça régit donc les relations entre associés et puis les transferts de titres. Et donc, la gouvernance, c'est un de ces deux gros blocs. Donc, la gouvernance, l'idée quand même, c'est de pouvoir définir des organes de gouvernance. Alors, évidemment, si on est sur une société qui n'a pas encore levé de fonds, qui est avec 2 fondateurs, les organes de gouvernance vont être assez simples. En revanche, à partir du moment où on a un peu de monde au capital et donc notamment des investisseurs, des business angels, etc., l'idée c'est en fait de voir qui a voix au chapitre et qui va pouvoir prendre part aux décisions. Et au-delà de ça, qui va pouvoir avoir un droit de veto ou une capacité de blocage. Donc ça, évidemment, c'est défini en fonction de la table de capitalisation et en fonction du pourcentage détenu par les associés, puisque forcément, un associé ultra minoritaire à 4% aura pas les mêmes droits qu'un associé à 40%. Donc la gouvernance, ça peut faire peur parce que pour des associés qui ont au début fonctionné un peu de manière informelle, le fait de mettre en place un board ou un comité stratégique, ou enfin peu importe comment on l'appelle, ça peut être un peu stressant parce que du coup voilà, il y a des obligations un peu plus formelles de réunion, de reporting, etc. Maintenant, l'intérêt quand même pour les entrepreneurs, c'est de pouvoir échanger sur la stratégie de la société et de pouvoir valider en amont certaines décisions qui sont importantes. Et c'est aussi du coup une assurance pour eux pour éviter une éventuelle mise en cause de leur responsabilité, puisque pour toutes les décisions qui sont fondamentales, par exemple acquisition d'une société en croissance externe pour en faire une filiale ou distribution de dividendes, etc., il aura besoin de l'accord des autres ou de certains autres associés, donc c'est quand même aussi assez rassurant. Donc c'est un peu plus contraint comme cercle et comme manière d'exercer, mais ça permet aussi de restreindre les problématiques de mise en cause de la responsabilité. Donc là, au niveau de la gouvernance, l'idée c'est toujours de trouver un équilibre entre le contrôle nécessaire, puisqu'on comprend bien qu'un investisseur qui va prendre une grosse participation de capital va avoir besoin quand même de voir ce qui se passe dans la société, de donner son accord pour les décisions importantes. Donc c'est un équilibre entre ça, donc le contrôle, et puis aussi évidemment la souplesse nécessaire pour la gestion quotidienne de la société, puisque si effectivement on a besoin que le conseil d'administration se réunisse tous les 48 heures, enfin à chaque fois qu'il y a une signature d'un contrat ou une décision qui est prise de manière hebdomadaire, ça devient un sujet. Donc le but c'est de trouver vraiment un équilibre et donc d'avoir un vrai équilibre. Donc comme je disais, effectivement, il y a les règles de majorité qui sont qualifiées, voire l'unanimité pour les décisions qui sont importantes. Et puis aussi la gestion des blocages. Donc l'idée c'est de voir ce qu'on fait quand il y a des associés qui sont pas d'accord, et donc ce qui malheureusement bloque l'activité de la société. Donc généralement on prévoit la nomination d'un médiateur. Alors un médiateur, c'est pas forcément un médiateur qui est enregistré auprès de la cour d'appel, hein. Ça peut être un médiateur qui est en fait un expert dans le domaine d'activité de la société, qui va pouvoir comprendre quels sont les besoins et quels sont les sujets auxquels la société fait face, pour pouvoir donner un avis indépendant, donc l'avis d'un tiers. Donc ça, je recommande beaucoup de faire appel à ce tiers indépendant, puisque c'est vrai que souvent, c'est un peu comme les conflits entre voisins, c'est-à-dire qu'à un moment, quand la communication est bloquée entre deux associés, c'est bien d'avoir un tiers qui peut au moins donner un avis neutre et essayer de rétablir la communication.
évidemment, si ça fonctionne pas et si au bout de plusieurs semaines, il y a toujours pas de décisions qui peuvent être prises et donc du coup, on est vraiment dans un sujet plus fondamental. Dans ce cas, on prévoit de ce qu'on appelle les clauses de buy or sell, qui sont en fait des clauses qui permettent à l'un des associés de racheter les actions des autres pour pouvoir du coup repartir sur de nouvelles bases et faire en sorte que l'activité de la société puisse se poursuivre. Donc voilà sur la gouvernance que je voulais vous dire, donc tout est à peu près résumé sur la slide et évidemment donc les points d'intention qui concernent particulièrement les fondateurs, c'est tout ce qui est conditions de révocation des dirigeants et risque de perte de la qualité des associés puisque parfois en fonction des investisseurs ils sont plus ou moins durs là-dessus, donc c'est vraiment des conditions importantes à regarder. Et donc, au-delà de la gouvernance, le pacte peut aussi servir à protéger l'innovation, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des clauses de confidentialité renforcées, de gestion des droits de propriété intellectuelle et des développements futurs. Donc, l'idée, c'est de dire que tout ce qui est développé par les associés, sont propriétaires tout ce qui est développé par les associés de la société, c'est la société qui en est bénéficiaire titulaire et propriétaire. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a évidemment toutes les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation qui doivent être adaptées au secteur. Et on rajoute aussi des clauses qui sont assez intéressantes, même si juridiquement, elles sont pas très contraignantes, mais ça permet aux associés, en tout cas, d'avoir ça en tête, c'est de prévoir le temps qui va être consacré au développement de l'activité de la société pour éviter les mauvaises surprises. C'est-à-dire que soit la société, c'est un side project, enfin en tout cas au début, et donc les associés conservent par ailleurs une autre activité professionnelle. Et donc dans ce cas, l'idée, c'est quand même de se dire combien de temps on est prêt chacun à investir sur le développement de la société tous les mois. Ou bien c'est pas un side project, c'est vraiment chaque associé a décidé de consacrer tout son temps au développement de l'activité de la société. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un engagement de consacrer toute son activité professionnelle au développement de la société. Alors évidemment, on peut prévoir des exceptions en fonction des associés et de leurs activités, mais ça permet de fixer les bases puisque souvent on a des conflits entre associés. Alors évidemment quand il y a pas de pacte, mais des sujets où en fait ce qui est reproché à certains des associés souvent c'est un manque d'investissement en temps où en fait les associés vont dire en fait on s'était dit au départ qu'on avait des objectifs à atteindre, mais en fait on n'a pas dit combien de temps on allait passer au développement de l'activité et donc en fait il y a des déceptions et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir des reproches et que donc la communication peut commencer à être un petit peu compliquée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sur la partie protection de l'innovation. Et donc là, on va pouvoir continuer sur vraiment le vif du sujet. Donc, c'est les clauses principales du pacte. Alors après, comme je vous le disais, moi je travaille sur la base d'un term sheet parce qu'en fait, le pacte en soi, c'est un document qui est quand même assez long, avec des clauses qui sont assez compliquées à comprendre pour des entrepreneurs novices, enfin dans le sens où qui ont leur première société avec un pacte, première levée de fonds, etc. Et donc l'idée, c'est déjà qu'il y ait un accord entre les associés sur les principes même, sur ce qu'ils veulent mettre en place. Alors pendant combien de temps on pourra pas céder nos titres, qu'est-ce qui se passe si l'un d'entre nous n'est plus en capacité de développer l'activité de la société. Qu'est-ce qu'on prévoit comme clause de non-concurrence, tous ces sujets en fait juste déjà sur le fond se mettre d'accord vraiment sur les principes puisque globalement sur 90% des sujets qui sont couverts par le pacte, les associés se sont jamais vraiment posé la question. Donc ça nécessite quand même des échanges entre les associés sur l'ensemble des sujets avant même de rédiger le contrat qui est un document plus complet et donc plus long à lire. Donc il y a les clauses principales qui rédigent les rapports entre associés. Donc là on peut les redescendre. Alors le but c'était pas de faire une liste à l'après-vert, sachant que
je vais vous parler et lister uniquement les clauses principales, puisque évidemment, comme je le disais en introduction, le pacte d'associés, c'est un document qui est fait sur mesure et qui est fait selon la volonté des parties. Donc, en réalité, on peut tout prévoir et tout écrire dans un pacte. Le plus dur, parfois, c'est d'arriver à retranscrire de manière juridique ce que les clients ont en tête. Mais globalement, on peut tout faire, on peut tout prévoir. L'essentiel étant que les clauses fonctionnent. Alors, ça peut paraître un peu surprenant parce que tout le monde part du principe qu'à partir du moment où on a un pacte d'associés, on est sécurisé, on a un pacte d'associés, donc voilà. Eh bien, la réalité, pour avoir audité un bon nombre de pactes d'associés, c'est que malheureusement, et je pense que c'est peut-être ça le pire, puisqu'en fait, le pire, c'est quand les associés, enfin les entrepreneurs pensent être couverts, c'est-à-dire avoir un document qui fonctionne et qui leur permet de couvrir un maximum d'hypothèses et donc, en cas de problème, de pouvoir simplement se référer à ce document, puisque c'est ça le but, c'est on a un pacte qui a vraiment, la plupart des hypothèses sont prévues par ce pacte, et donc si un problème se produit, exemple, on s'entend plus, on n'arrive plus à prendre des décisions, on n'est pas d'accord sur une décision, on veut faire rentrer, on veut céder 100% des titres de la société, c'est à quelles conditions, il y en a un qui veut démissionner, c'est à quelles conditions, en fait, il suffit de regarder ce qu'il y a décrit dans le contrat. Donc, c'est vraiment ça, le cœur de l'intérêt du document, c'est de prévoir les choses, et donc, si la situation se présente, on va regarder ce qu'il y a décrit dans le contrat. Et donc, le pire des cas, c'est quand on pense que on a un contrat qui nous couvre et qu'en réalité, au moment où la situation se présente, la clause n'est pas applicable. Donc, je ne veux pas dire que c'est de la faute de confrères, puisque comme je l'ai dit, il y a aussi des entrepreneurs qui prennent la liberté de rédiger eux-mêmes un pacte, etc. C'est juste que si ça fonctionne pas, donc ça fonctionne pas parce que la clause de prix ne peut pas être mise en œuvre parce que simplement ça ne fonctionne pas, ou bien parce qu'il n'y a pas de mécanisme prévu, par exemple, en cas de sortie pour fixer la valorisation de la société. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, donc d'avoir des pactes qui en fait ne fonctionnent pas ou qui sont trop imprécis. Et donc au moment de mettre en œuvre la clause, on se rend compte qu'une partie a une interprétation, l'autre partie a une interprétation de la clause, et donc du coup on se retrouve devant le tribunal, ce qui est précisément ce qu'on souhaitait éviter, surtout en ayant mis en place un pacte. Donc vigilance là-dessus. Donc, je reviens donc aux clauses principales. Donc, l'idée, c'était pas de lister toutes les clauses, mais vraiment les clauses principales. Donc, si on prend dans l'ordre de la slide, donc la clause d'agrément, l'idée, c'est de dire, avant qu'un associé puisse céder ses titres à un tiers, on va prendre le cas de figure où on a deux associés là pour le besoin de l'exercice, parce que c'est plus simple pour vous donner des exemples concrets. Donc, la clause d'agrément, c'est un associé veut céder ses titres à un tiers, et bien l'autre associé doit donner son accord. Ça évite typiquement qu'un associé fasse entrer dans la société un concurrent. Donc ça, c'est la clause d'agrément. Ensuite, on a la clause d'exclusion. Donc en fait, on va se dire un associé qui ne remplirait plus certaines conditions pourra être exclu de la société. Donc ça peut être lié à la situation de l'associé. Par exemple, chaque associé a un mandat social. Donc il y en a un qui est président, l'autre qui est directeur général. À partir du moment où l'associé en question n'est plus président de la société, il doit céder ses titres de la société, puisqu'en fait, on voulait que chaque mandataire social ait des actions, mais pas qu'on puisse avoir des actions sans être mandataire social. Ça peut être aussi lié à un comportement fautif. Par exemple, vous allez faire concurrence à la société, ou bien vous faites un abus de bien social, une faute de gestion. Ou ça peut être lié justement à une mésentente entre associés et à une situation de blocage. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on peut mettre en place une procédure de rachat forcé des titres. Autre clause très utilisée, c'est le droit de préemption. Donc le droit de préemption, c'est si un associé veut céder ses titres, l'autre associé est prioritaire. Alors généralement, ça fonctionne quand il y a plus de deux associés, puisqu'on peut prévoir des rangs différents. Donc, par exemple, les fondateurs sont de premier rang. Donc, si un des fondateurs veut céder ses titres, l'autre fondateur va avoir un droit de priorité pour acheter ses titres. Et puis ensuite, un certain type d'investisseur. Et puis, en troisième rang, un autre type d'investisseur. Là encore, le but, c'est d'éviter qu'il y ait une cession à des tiers qui soit pas validée par les autres associés.
On a ensuite la clause de sortie conjointe qu'on appelle tag along. Et donc généralement, c'est une clause qui est plutôt au profit des minoritaires, qui permet, donc c'est selon la volonté des minoritaires, hein, c'est pas une obligation, mais qui leur permet de sortir aux mêmes conditions que le majoritaire qui céderait ses titres de la société. Voilà, et puis on a également la clause de sortie forcée, donc celle-là c'est la drag along, et donc celle-ci c'est pas une faculté, c'est une obligation. Donc généralement elle est au profit des majoritaires, donc c'est-à-dire que en cas d'offre, alors généralement c'est sur 100% des titres de la société, donc en cas d'offre sur 100% des titres de la société qui seraient acceptés par les majoritaires, eh bien ils ont le droit d'obliger les minoritaires à céder les titres dans les mêmes conditions. Donc là, l'idée vraiment du drag along, qui est une clause importante, c'est d'éviter, si les associés majoritaires trouvent un repreneur ou un investisseur, enfin qui rachète toute la société, d'éviter de laisser des minoritaires dans la société qui souhaiteraient pas céder. Ça, ce sont des clauses qui sont particulièrement importantes pour les investisseurs, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les sociétés sont créées. Ensuite, les entrepreneurs ont besoin d'argent, alors vont mettre en place, par exemple, des BSAR qui sont encore très à la mode, vont mettre en place des BSAR ou vont faire rentrer des business angels, enfin de la love money, vont faire investir leurs amis, leur famille, etc. Et donc on va se retrouver avec beaucoup de gens en fait au capital. Et il arrive, bien plus souvent qu'on ne le pense, que tous ces gens qui sont rentrés au capital n'aient pas signé de pacte d'associés. Et le sujet, c'est que quand la société va vouloir faire une vraie, entre guillemets, une vraie levée de fonds un peu plus conséquente avec des investisseurs, des fonds, etc., là, les fonds vont regarder, vont demander le pacte. Et en fait, s'il n'y a pas de pacte de mis en place, il y a un vrai sujet, puisqu'il faut qu'il y ait un engagement, évidemment, que les minoritaires puissent céder leurs titres, évidemment. Donc le but, c'est de mettre en place tous ces mécanismes dès le début, puisque évidemment, c'est bien plus difficile de faire signer ensuite un pacte à des associés qui ont déjà des actions dans la société, alors que si vous faites signer le pacte au moment où les gens souscrivent les actions, ça paraît assez logique, c'est-à-dire que c'est un package de documents, vous entrez au capital, vous signez un pacte, c'est un automatisme, et il n'y a pas de sujet. En revanche, vous faites entrer plein de gens au capital et vous leur dites 2 ans après, alors en fait, on a mis en place un pacte et vous êtes obligé d'adhérer au pacte. Déjà, en fait, non, ils sont pas obligés d'adhérer au pacte. Donc, ça va être une négociation individuelle que les entrepreneurs vont devoir mener. Et puis, vous allez effectivement au-devant d'une complexité certaine. Donc, l'idée, c'est vraiment que toutes ces clauses soient mises en place dès que possible. Et enfin, donc sur les clauses principales, sur les relations, sur les rapports entre associés, il y a la clause de retrait qui permet à un associé qui voudrait quitter la société de pouvoir le faire sans avoir à trouver d'acquéreur. Donc en fait, c'est la société qui va racheter les titres de l'associé en question, donc sachant que la société peut racheter les titres pour ensuite les annuler. Donc c'est une réduction de capital. Ensuite, on a des clauses qui sont pour protéger les investisseurs. Alors, enfin, elles servent à protéger les investisseurs, mais évidemment, elles peuvent aussi protéger les autres associés, puisqu'en fait, alors, les droits de liquidation préférentielle, généralement, c'est effectivement un droit qui est consenti aux investisseurs à qui on va octroyer des actions de préférence, donc qui permettent d'avoir un droit de liquidation préférentielle. Donc l'idée, c'est simplement de se dire, si la société est revendue, l'investisseur pourra être servi en priorité sur le montant de la cession jusqu'à une certaine somme, et ensuite c'est réparti à l'ensemble des associés. La clause de liquidité, donc c'est ce qui permet généralement aux investisseurs de déclencher le processus de vente de la société, puisque donc ça, c'est pour des investisseurs qui sont généralement des fonds d'investissement, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent sortir à moyen terme, on va dire généralement au bout de 5 ans. L'idée, c'est si la société n'est pas encore, n'a pas fait l'objet d'ici là d'un processus de cession, qu'ils puissent l'initier eux, et donc c'est-à-dire nommer une banque d'affaires, mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir permettre de trouver un acquéreur pour qu'il puisse sortir dans les meilleures conditions. Ensuite, on a la clause anti-dilution. Alors, la clause anti-dilution, elle n'est pas qu'une protection pour les investisseurs, puisque l'idée, c'est simplement d'avoir un principe,
Et le principe, c'est de dire, en cas d'augmentation de capital futur de la société, les associés actuels vont pouvoir souscrire à hauteur de leur participation. Le but, c'est d'éviter d'être dilué et donc d'avoir des associés majoritaires qui pourraient prendre des décisions d'augmentation de capital sans proposer aux minoritaires de souscrire. Voilà, et puis après on a les ratchets, donc qui permettent de protéger, donc c'est des investisseurs qui sont déjà au capital de la société, et en cas de tour, d'autres tours et d'autres levées de fonds, l'idée c'est qu'ils puissent que la société ne puisse pas baisser de valorisation, enfin que la valorisation de la société ne puisse pas baisser. Voilà, et puis donc en termes d'autres clauses et de protection des fondateurs, on a la clause d'inaliénabilité. Donc c'est une clause qui revient assez souvent sur des sociétés start-up, puisque l'idée c'est de dire que la société est créée, elle va développer une activité mais qui n'existe pas forcément encore de manière... Enfin, disons que la société n'est pas encore dans une phase de rentabilité. Et donc, l'idée, c'est d'être sûr que les fondateurs vont pas partir de la société au bout de 3 mois. Et donc, souvent, il y a une clause d'inaliénabilité qui est généralement de 3 ans. Après, c'est maximum 10 ans, mais on peut prévoir un peu la durée qu'on veut. Mais le but, c'est d'éviter qu'il y ait trop de mouvements, en tout cas au niveau des fondateurs, sur les premières années de la société. Et puis alors les clauses qui font couler beaucoup d'encre, donc c'est les clauses de good et de bad leaver. Donc l'idée c'est en cas de départ d'un des fondateurs, il faut prévoir ce qui se passe et surtout à quel prix on va racheter ces actions, enfin surtout en application de quelle formule on va racheter ces actions. Et donc pour définir les formules et donc le prix, on va étudier différentes hypothèses, différents cas de figure. Donc on a ce qu'on appelle les good leaver. Donc ça c'est une sortie d'un commun accord. Il n'y a pas de faute qui a été faite. Donc c'est par exemple si tous les associés sont d'accord pour qu'il y ait un fondateur qui quitte la société, c'est un cas de good leaver. Ou bien si l'associé en question devient invalide, qui peut plus travailler pour la société, c'est pas de sa faute. Donc c'est un cas de good leaver. Et donc généralement dans ces cas-là, on a tendance à conserver une valorisation des titres avantageuse, c'est-à-dire généralement la valeur de marché. La valeur de marché étant définie comme généralement étant définie comme la valeur retenue lors de la valorisation de la société retenue lors de la dernière augmentation de capital si elle a eu lieu les 6 derniers mois, ou bien elle est fixée par un expert. En revanche, si le fondateur part dans un cas de bad leaver, donc c'est là généralement faute grave, faute lourde, non-respect des clauses principales du pacte, donc non-respect de la clause de non-concurrence, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il y a une grosse décote du prix des titres qui est appliquée. Donc là, pareil, c'est du cas par cas, mais ça peut aller jusqu'à 1 euro ou la valeur nominale des titres. Donc vraiment très important pour les fondateurs d'avoir les différents cas de good et bad leaver, puisque là encore même les définitions même de good et bad leaver, on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est et on peut même introduire des cas de medium leaver qui sont entre les deux. Donc ça c'est vraiment des clauses qui sont fondamentales, puisque ça c'est vraiment l'impact cash, c'est ce que les fondateurs vont recevoir en cash s'ils quittent la société, s'ils quittent le navire avant que la société soit cédée à 100%. Donc voilà sur les principales clauses du pacte. Et donc la dernière idée de la présentation, c'était quand même de conforter, si c'est pas déjà suffisamment le cas, sur l'importance du rôle de l'avocat pour sécuriser la croissance des sociétés. Sachant qu'on est bien conscient, et l'idée c'est toujours de pratiquer des tarifs qui sont adaptés au niveau de maturité des sociétés, mais on considère que l'accompagnement juridique c'est vraiment un investissement qui permet de sécuriser la société à chacune des phases, qu'on soit en pré-amorçage ou qu'on soit dans une série C. Donc c'est vraiment à chaque étape qu'on va pouvoir accompagner et protéger au mieux les intérêts. Alors
moi, je travaille à la fois pour des investisseurs, enfin des fonds d'investissement, des business angels, des family office, et évidemment côté fondateur. Donc l'intérêt, c'est d'avoir justement cet équilibre et de savoir ce qu'on peut négocier, ce qu'on peut pas négocier, et puis ce qui est market practice. Alors j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'on a tendance à mettre un peu tout dedans, et puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent non mais dites-moi maître, mais c'est quoi les pratiques de marché, on n'a qu'à mettre ce qui est ce qu'on met d'habitude, etc. Bah, la réalité c'est qu'évidemment il n'y a pas de pratique de marché, il n'y a pas de d'habitude, enfin, chaque cas est différent. Maintenant forcément en travaillant des deux côtés et pour chaque investisseur associé, enfin chaque catégorie on va dire d'associés, forcément on a une très bonne habitude de ce qu'on peut négocier ou pas, ce qui est fourchette basse, ce qui est fourchette haute, et de pouvoir aussi donner des conseils et des indications sur ce qu'on peut attendre et demander. Donc effectivement, l'idée c'est de pouvoir adapter le pacte aux spécificités de l'entreprise, de son secteur, et des relations entre associés. Le but c'est évidemment d'accompagner les entrepreneurs pour aborder des sujets qui sont complexes, à la fois parce qu'ils sont juridiques, mais aussi parce que souvent ça touche des sujets qu'on n'a pas vraiment envie d'aborder, notamment qu'est-ce qui se passe en cas de décès par exemple. Et donc le but c'est d'aborder ça avec beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent le pacte avant de le signer, parce que là encore vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui ont signé des pactes d'associés sans même le lire. Donc ça c'est vraiment contre ça qu'on se bat. Et donc évidemment l'essentiel de notre activité c'est de pouvoir adapter le pacte, d'anticiper les risques et les points de friction, de rédiger, bon ça je le disais tout à l'heure, des clauses claires et qui fonctionnent, puisque c'est quand même ça notre cœur d'activité. Et puis évidemment ensuite d'accompagner les négociations avec les investisseurs etc. Donc je pense qu'on a fini là-dessus. Donc l'idée, encore une fois, de la présentation, c'était, et j'espère que l'exercice a réussi, c'était de vous démontrer que le pacte d'associés, c'est vraiment un outil proactif de sécurisation de l'innovation et de la pérennisation des entreprises, quelle que soit la phase de maturité. Ça, c'était vraiment ça l'objectif. Et donc, après, comme vous l'avez vu, le pacte d'associés, ça permet d'anticiper les conflits et les difficultés, et surtout de poser un cadre vraiment clair entre les associés dès le début entre eux, puis petit à petit au fur et à mesure des différentes étapes avec les différents investisseurs associés. Donc forcément, la rédaction, elle est particulière et elle est adaptée à chaque situation, comme je vous l'ai dit. Donc si ça vous convient, on va pouvoir passer aux questions. Je vais regarder. Alors. Merci Justine, c'était très clair. Du coup, dans le chat, je vous ai envoyé un message pour voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On ne sait pas tous les jours qu'on a un avocat avec nous, donc si vous avez des questions sur ce sujet ou peut-être même sur d'autres sujets liés aux fonctions de Justine, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Est-ce que déjà c'était clair pour tout le monde? Est-ce que c'est des informations que vous aviez déjà, que vous connaissiez, ou est-ce que vous avez appris des choses? Je veux bien aussi un feedback là-dessus. Alors il y a une question de Stéphanie. Est-ce que plus on a d'associés, plus c'est compliqué le pacte d'associés? Vous arrête-t-il de ne pas trouver de terrain d'entente?
Alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle associé, ça dépend de la typologie des associés. Si on a plusieurs fondateurs, alors évidemment, s'ils sont pas tous d'accord entre eux, bah oui, ça va être un peu plus compliqué. Mais généralement, les fondateurs arrivent toujours à trouver un terrain d'entente. Enfin, en tout cas, c'est important qu'ils puissent échanger. Et s'il n'y a pas de terrain d'entente dès la rédaction du pacte d'associés, ça présage pas non plus de très beaux jours pour la suite de l'aventure entrepreneuriale. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut mieux purger les points, les points potentiellement problématiques dès le début. Donc effectivement, on peut avoir des personnes physiques ou morales qui sont associées de la société. Ça change pas vraiment les choses. Enfin après, ça dépend par qui les personnes morales sont représentées et contrôlées, mais globalement, après, donc plus il y a de monde, plus ça peut être compliqué s'il y a plusieurs typologies, c'est-à-dire s'il faut rédiger un pacte où il faut faire toute la partie fondateur qui n'a pas été fait en amont, c'est-à-dire il n'y a pas eu de pacte fondateur, et puis il y a eu des rentrées de business angel, des rentrées de love money, et qu'ensuite il y a un fonds qui rentre, bah, généralement c'est le fonds qui va essayer d'imposer plus facilement, enfin tenter d'imposer plus facilement, on va dire, son pacte et ses clauses. Et après, est-ce qu'il arrive de pas trouver de terrain d'entente? Bah, en fait, tout est une question de compromis. C'est-à-dire que si on est au stade vraiment du pacte d'associés fondateurs, on va forcément trouver un compromis, puisque sinon, ça veut dire que le projet même de l'association ne fonctionne pas et est remis en cause. Si on est au stade de l'entrée d'investisseurs, nous, on est toujours deal maker. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment que la levée de fonds se fasse. On va pas créer des points là où il y en a pas, ou faire d'excès de zèle. En fait, on va simplement indiquer à notre client ce qui nous semble acceptable et ce qui nous semble moins, faire des propositions en face. Et après, l'objectif, c'est toujours d'avoir un arbitrage et de savoir ce que notre client est prêt à lâcher en contrepartie de l'argent qu'il va toucher. En fait, c'est simplement ça. C'est vraiment une question d'équilibre. Donc il y a toujours des points enfin je veux dire, il y a toujours un terrain d'entente. J'ai pas vu de levée de fonds qui s'est pas réalisée parce qu'on s'est pas mis d'accord sur le pacte. Déjà parce qu'au moment de la levée de fonds, en fait, on négocie, enfin, soit il y a une lettre d'intention qui est remise par le fonds principal, soit c'est un term sheet. Mais du coup, dans ces documents, on va déjà avoir les principales clauses et les principales clauses et les principaux sujets qui vont être abordés. Le principal étant quand même la valorisation de la société et donc combien d'actions vont être laissées en contrepartie de l'investissement. Donc à partir du moment où tout le monde est d'accord sur ces principes-là, en fait, le pacte déroule assez facilement. Alors, une personne morale de type un institut de recherche. Oui, tout à fait. Oui, bah effectivement, c'est des personnes morales qui vont être au pacte et qui vont demander des droits, un peu les mêmes droits que des investisseurs, et donc qui vont généralement avoir des droits de veto ou tout du moins de regard sur les décisions principales. Et donc oui, on fait des pactes évidemment aussi avec ces personnes morales-là. La meilleure manière d'encadrer les apports en industrie. Alors oui, les apports en industrie, ça dépend de quoi on parle exactement. Mais le sujet, c'est effectivement d'arriver à valoriser ça. Et c'est souvent... Alors, j'ai le cas là de 2 associés qui constituent une société à 50-50 et il y a des apports en industrie. Mais en fait, la problématique, c'est que ça rompt un peu l'égalité parfaite puisqu'il y en a qu'un seul qui ferait des apports en industrie et que donc finalement ils ont décidé de remettre ce sujet à plus tard et de faire juste un apport en numéraire pour la constitution de la société. Donc après, la question sur la manière de l'encadrer avec les compétences, le réseau, le temps, bah en fait ça dépend vraiment de quels apports on parle et à quel moment dans la vie de la société ça se réalise.
Et donc après, personne m'a répondu sur le fait de savoir si j'étais claire ou si vous avez appris des choses. Donc je suis pas vexée, mais je... Merci à celles qui répondent. Donc après, je vais vous envoyer les slides. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions ou des sujets plus personnels, cas par cas, n'hésitez pas à me contacter. L'idée, c'était vraiment d'attirer votre attention sur les enjeux principaux et l'intérêt du pacte, même si je pense avec tout ce travail tous ensemble de pédagogie et d'explication auprès des entrepreneurs, ça fait son chemin et je pense que voilà il y a quand même une prise de conscience autour de ça, liée aussi à tous les exemples d'histoires qui finissent pas très bien quand il n'y a pas eu de pacte ou un pacte insuffisamment précis. Donc je pense que c'est toujours intéressant. Merci beaucoup Justine. Je pense que c'est essentiel de rappeler que le pacte d'associés, d'actionnaires, comme on l'appelle, il est fondamental pour une start-up, surtout avec tous les sujets liés à des levées de fonds. Et je suis d'accord, donc du coup Stéphanie, je suis d'accord. Le meilleur conseil à donner à nos entreprises innovantes que vous côtoyez vous au démarrage, qui sont en train de se créer et qui sont en train de se former, c'est de consulter un cabinet d'avocats. Nous, en tout cas, chez Finance Innovation, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment un conseil que nous, en tant que pôle de compétitivité, je pense, on n'est pas suffisamment. Voilà, il y a des compétences qu'on n'a pas dans le pôle de compétitivité. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez des questions, Justine, elle sera ravie d'y répondre même ultérieurement sur des cas plus précis. Si vous avez des cas d'usage précis avec des startups que vous accompagnez, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Justine, pour cette présentation très claire. Et, Avec plaisir. Merci à je vous tous. transmettrai les coordonnées de Justine et les slides de présentation. Merci beaucoup à Parfait. vous. Merci à tous. Bon Bonne après-midi. journée. Au revoir. Au revoir.